C'est samedi 17 janvier 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra qu'à ce jour, l'AFC 1-23 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring, laquelle assurait la sécurisation de la ville d'Uvira et sa population dans l'attente de la remise et reprise de la ville libérée avec la force nette. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo, les mercenaires étrangers, la force de défense nationale du Burundi. Uvira servait alors des quartiers généraux à partir duquel étaient planifiés et menés des bombardements répétés contre nos positions et contre des zones densément peuplées du sud Kivu, y compris Minembwe. Ces attaques ont causé de lourdes pertes en vie humaine et provoqué des déplacements massifs de la population civile, causant une crise humanitaire sans précédent. Depuis la libération d'Uvira, un constat irréfutable s'impose. La population vit en paix, vaque librement à ses occupations en toute quiétude, sans tracasserie, sans vol, ni exaction. Aucun acte de cannibalisme n'y est signalé, aucune propagation de discours de haine, aucune politique d'exclusion. L'ordre, la sécurité et la dignité humaine ont été rétablis. En conséquence, l'AFC 23 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale et décline toute responsabilité quant à ce qui pourrait advenir la ville d'Uvira et sa population à la suite de ces retraits. Les derniers membres de la dite unité a quitté Uvira. Dès lors, l'AFC 23 place la ville et ses habitants sous la responsabilité pleine et entière des Nations Unies et de la communauté internationale, désormais garante de la protection des civils, de la sécurité et du respect des droits fondamentaux à Uvira. L'AFC 23 reste fidèle à sa parole et à ses engagements. Monsieur le ministre de la Communication, depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup de médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début. Et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation. Nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité,
revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimée clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leurs méthodes, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence, pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Uvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud Kivu, où on pille même des goudrons pour faire des infrastructures, ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs, au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens, parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Uvira, partout où ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Voilà. Merci. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo commémore chaque 17 janvier la mort du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Cette année 2026, c'est la 65e commémoration de l'assassinat du père de l'indépendance du Congo, mais aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Autre détail dans ces papiers signés Gisèle Etoko. Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo a été assassiné il y a 65 ans à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, dans le Katanga. Le 17 janvier 1961, Lumumba, ce grand combattant pour l'indépendance du Congo, pour la justice sociale et pour l'internationalisme, a été torturé puis exécuté en compagnie de plusieurs de ses camarades par des dirigeants congolais, complices de puissances occidentales, ainsi que par des politiciens et des militaires belges. Lumumba n'avait que 35 ans et aurait pu continuer à jouer un rôle très important tant dans son pays qu'en Afrique et au niveau mondial. Patrice Emery Lumumba a été destitué en septembre, placé en résidence surveillée, puis détenu à Tisville, avait été envoyé au Katanga le 17 janvier 1961. 5 heures après son arrivée sur le sol katangais, il était mis à mort avec ses 2 compagnons, Maurice Polo et Robert Okito. Père de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba est aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Les discours qu'il avait prononcés le 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo belge est resté dans les annales. Lumumba y rappelle la longue lutte ardente et idéaliste du peuple congolais jusqu'à la souveraineté. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date
dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Né le 2 juillet 1925 dans le village Onaloa, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom, Elias Okita Sombo, grandit dans une famille modeste, fils d'un père paysan chrétien, recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élevé doué, il est distingué et rejoint le rang des évolués, petites populations d'indigènes que le pouvoir belge pensant à laisser s'élever dans la société coloniale. Le gouvernement provincial du Sud Kivu accuse le mouvement AFC M23 d'avoir orchestré un pillage systématique et coordonné dans la ville d'Uvira et ses environs. Autre détail avec le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Lunganiwa Bashizi. Suivez. Dénonciation d'actes de pillage systématique, de spoliation de biens et de violations graves du droit international humanitaire par l'AFC M23 dans la ville et territoire d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de faits d'une extrême gravité, révélateurs de l'absence totale de bonne foi dans les déclarations et la correspondance adressée au secrétaire général des Nations Unies récemment rendue publique par l'AFC M23. Contrairement aux engagements et à la rhétorique contenue dans la dite correspondance du 15 janvier 2026, il est établi qu'à la date même de sa signature, l'AFC M23 organisait et exécutait des opérations de pillage systématique coordonnées dans la ville d'Uvira et ses environs, démontrant ainsi un mépris manifeste envers les principes du droit international humanitaire et des droits humains. Par ce communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu confirme notamment que 49 camions de marque Wowo et 113 camions bennes de 6 mètres cubes ont quitté la ville de Bukavu sous le faux prétexte du transport de militaires retirés de la ville d'Uvira vers la plaine de la Ruzizi. Ces convois ont servi en réalité au transport illicite de biens appartenant à l'État congolais et à des particuliers acheminés directement vers la République du Rwanda. Dans la nuit du 15 janvier 2026, alors que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait engagé des efforts de reconstruction des infrastructures routières, des matériaux de construction entreposés dans la ville d'Uvira, au site de Kabimba, ont été chargés de force dans des camions appartenant aux rebelles de l'AFC M23. 34 camions de marque Wowo chargés de 2700 tonnes de goudron ont été transportés en direction du Rwanda. D'autres camions ont emporté des tricycles appartenant à des particuliers et pourtant moyen essentiel des transports publics et de subsistance économique. Le reste de biens et matériel stockés dans les entrepôts a été évacué par la frontière de Kamanyola. Des vaches et du bétail regroupés dans les hauts et moyens plateaux sont conduits vers Bouguera pour une destination inconnue, privant ainsi les populations de leurs moyens de subsistance. Ce fait démontre l'existence d'une économie de prédation organisée, caractéristique de groupes armés opérant en violation flagrante du droit international. Déplorant la dégradation de la situation sécuritaire continue humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, le président burundais alors de la cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, appelé à une implication renforcée des Nations Unies, en particulier pour un renforcement du mandat de la MONUSCO. Pour Évariste Ndayishimiye, la force onusienne devrait être
positionnés comme force d'interposition afin d'assurer la sécurité des frontières entre la RDC et le Rwanda. Malgré les initiatives de paix prises, les résolutions adoptées notamment par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme, malgré les accords de Washington et de Doha, des initiatives de l'Union africaine, de la communauté est-africaine à SADC, la situation à l'est de la RDC demeure plus préoccupante. Nous prions Dieu que cette guerre n'a pas encore embrasé toute la région, mais le Burundi est en train d'en payer le prix. C'est pour cela que le Burundi réitère son appel à la mise en œuvre effective des résolutions déjà adoptées, notamment la résolution 2773 des Nations Unies et celle du Conseil des droits de l'homme. Quand on était à Washington pour assister à la signature de l'accord de Washington, tout le monde avait espoir. Mais malheureusement, cet espoir a duré quelques secondes. Les gens me demandaient, puisque nous avons déjà remarqué qu'il n'y a pas de confiance à cet accord, et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Souvent, on me pose la question parce que beaucoup savent que c'est le Burundi qui connaît mieux cette situation à l'est de la RDC. Je leur ai dit, maintenant que nous avons trouvé que les partis n'ont pas confiance en ce qu'ils ont signé, il faut, puisque l'accord est là, il faut que les garants s'activent. Il faut que les États-Unis qui ont garanti cet accord s'activent pour que toutes les parties respectent les accords signés. Aussi, je pense que si les Nations Unies s'y mettent, nous avons déjà un instrument, mais qui semble être passif, la MONUSCO. Si on activait la MONUSCO pour assurer la force d'interposition réelle. Dans l'objectif de matérialiser les programmes du chef de l'État sur le couloir vers Kivu-Kinshasa, le gouvernement provincial du Nord Kivu a organisé des visites des champs en territoire de Walikale pour relever le niveau de vie de la population vulnérable sur place. Autre détail dans cet élément. Comment se porte le minerai? C'est une ressource épuisable. Il est temps que nous, les enfants du Nord Kivu, les enfants de Walikale, nous puissions commencer à explorer dans notre territoire pour bien prendre en main cette revanche du sol sur le sous-sol. De la parole aux actes, le gouverneur du Nord Kivu emmène avec lui des investisseurs intéressés dans les secteurs de l'agriculture en territoire de Walikale. Pendant 2 jours, ces hommes d'affaires venus des Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, ont visité certaines plantations et champs de l'État congolais. Objectif, matérialiser le gigantesque projet du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur le couloir vert Kivu-Kinshasa, mais également la revanche du sol sur le sous-sol prônée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evaristo, avec le couloir cacaoyer et la culture des produits pérennes, affirme Paul Vikanza, conseiller du gouverneur en charge des investissements. Et c'est ici que nous aurons le champ pilote, là où nous allons installer la grande pépinière de cacao et qui va alimenter toute la région. En fait, nous avons défini ce que nous appelons le couloir cacaoyer, qui est notre route de la soie, et c'est ici la base. Mais nous sommes venus avec des grands financiers qui vont financer ces pépinières. Ce sont les hommes d'affaires qui sont venus de Béni et qui viennent amorcer exactement cette pépinière. Projet bien accueilli par le chef de village Kilambo.
Nous sommes très contents. Lorsqu'il y aura plantation de cacao, c'est la population locale qui va en bénéficier parce qu'il y aura la main-d'œuvre locale. Cette descente à Boboro, 25 km au nord dans le territoire de Walikale, sur la route Walikale-Kisangani, marque l'avènement d'un nouvel ère culturel dans ces territoires miniers. Au moins 180 terroristes de l'AFC M23 ont été neutralisés par l'armée congolaise lors des attaques et bombardements pendant 2 jours dans les territoires d'Ouvira à Toué-Toué et en territoire de Fizi. La nouvelle a été certifiée par le sous-lieutenant Mboui Kalonjirigen, porte-parole des opérations Soukolade Sud Kivu. Écoutez le sous-lieutenant Mboui Kalonjirigen dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant Joël Kamabou. Oui, bien entendu, chers collègues, comme je vous le disais, 180 terroristes RDF M23 AFC ont été neutralisés par les FARDC durant ces 2 jours de combats consécutifs. C'était à la hauteur des collines Katongo et Toué-Toué. Donc, comme vous le savez, Katongo dans le territoire d'Ouvira, Toué-Toué dans le territoire de Fizi. Outre cela, 22 se sont rendus auprès des FARDC à Makobola juste après les affrontements d'hier et 8 autres ont été capturés toujours là à Kigongo dans les territoires d'Ouvira. Et au-delà de ces bilans, nous avons récupéré plus de 6 armes d'appui, dont des armes mortiers, des armes d'appui 5,7 mm et des autres armes mortier 82 et mortier 120. Et outre les armes d'appui, nous avons récupéré également quelques armes collectives comme les AK-47 et les PKM. Nous tenons aussi à préciser à l'opinion que la localité de Toué-Toué et les points appelés communément point zéro, toutes ces positions sont sous contrôle des FARDC. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans les réseaux sociaux l'ennemi en train de déformer comme quoi ils ont pris le contrôle de la localité de Toué-Toué et les positions des points zéro. C'est faux et archi faux. Aussi, nous condamnons tout acte de pillage, de vol et des biens de la population civile, précisément dans la ville d'Ouvira. Même en ce moment où je vous parle, les M23, avec les parrains, les forces de défense du Rwanda, sont en train de piller systématiquement les biens de la population. Ils pillent les motos, tous les biens appartenant à la population et même certains biens appartenant à l'État congolais. Donc, comprenez qu'ils ne sont pas des libérateurs, qui sont plutôt des destructeurs. Ils ont volé même les liquides qui servaient à placer les goudrons le long de la route RN5 qui devait servir des travaux de réaménagement de cette route. C'est vraiment honteux pour une armée qui se disent moderne. Nous condamnons cet acte de pillage et de vol. L'armée loyaliste appelle la population à la vigilance et à ne pas céder à la peur, car fuyant la puissance des faits des FARDC, il pourrait tenter de se fondre dans la population civile. Bientôt là, nous vous informons, la ville d'Ouvira sera libérée car elle est congolaise. Je vous remercie. L'intersyndicat de santé ISES a organisé des assises ce vendredi 16 janvier 2026 au centre catholique Nganda de Kinshasa, placé sous le thème l'intersyndicat du secteur santé à l'heure du renforcement des capacités opérationnelles pour les actions syndicales professionnelles. Ces échanges ont permis l'adoption, après analyse et amendement, de l'accord des principes sur la formalisation de cette structure. Maxime Makabo. Effectivement, comme vous le savez, ça fait plus de 5 ans que nous sommes ensemble dans le cadre de l'intersyndicat de la santé. Mais aujourd'hui, il était question de formaliser les principes fondamentaux par rapport à notre organisation, c'est l'intersyndicat du secteur santé. Nous venons d'adopter ce document
cet accord-là. Nous sommes mis d'accord, après divergence d'opinion, mais après tout, nous nous sommes mis d'accord pour aller ensemble défendre l'intérêt des agents cadres du secteur santé. En dehors de ça, nous avons adopté le plan d'action opérationnel de l'intersyndicat du secteur santé pour cette année 2026. Ce qu'il faut retenir, que c'est historique, c'est pour la première fois dans le secteur santé que tous les syndicats du secteur santé, sans exception, se réunissent et adoptent un comportement unique pour défendre valablement et mener les actions syndicales professionnelles pour l'intérêt des agents et cadres du secteur santé. Non, après cette étape, nous allons notifier le gouvernement pour dire que voilà ce que nous avons préconisé pour cette année, pour que le gouvernement ne soit pas surpris de nos actions. Donc, quand le gouvernement sera saisi de ce que nous allons faire cette année, y compris nos syndiqués qui sont les agents et cadres du secteur santé, sauront exactement qu'est-ce que les syndicats du secteur santé ont décidé de faire cette année. Le 17 mai de chaque année, les Congolais commémorent l'ancien président Mouzé Laurent-Désiré Kabila, assassiné dans son bureau de travail par un de ses gardes du corps. 25 ans après, quel héritage nous a-t-il légué? Suivez les réactions croisées des politiques au micro de Junior Bolafa. On devait enseigner à tous les jeunes, à la population congolaise, quelle était la vision de Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Leur expliquer son idéologie. Leur expliquer son idéologie vis-à-vis de la grandeur de ce grand Congo. Qu'aujourd'hui nous voyons ce Congo est en train de partir avec une mauvaise gestion et la manque de la vision de nos dirigeants que j'appelle, tous ils sont du PPRD, M. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila qui font également la même vision. Ce grand homme qui nous a quittés à ce jour, nous devrions avoir ceux qui les connaissaient très bien, qui étaient ses proches, notamment par exemple comme l'ex-ministre de la communication Didier Moumengi, prendre les jeunes comme dans les centres culturels, les expliquer quelle était la vision de Mouzé, que voulait vraiment Mouzé pour ce Congo. Mouzé voulait la grandeur du peuple congolais, l'honneur du peuple congolais. Mouzé voulait à ce que le peuple congolais ou la population congolaise ou le Congo, pour dire en un mot, soit un pays totalement indépendant économiquement, indépendant dans tous les sens, et que le Congo ne dépende d'aucun autre pays. Voilà ce que voulait Mouzé. 5e anniversaire de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Dans cet assassinat, jusqu'à preuve du contraire, les Congolais ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse assassiner Laurent-Désiré Kabila. Et raison pour laquelle nous autres là avons exigé la réouverture de ce procès pour qu'on sache réellement la vérité sur son assassinat. Et aujourd'hui, notre pays traverse une situation très délicate. Et je demande aux Congolais d'être attentifs à la réunion qui aura lieu demain, 17 janvier, au Togo. Ce que nous retenons de Mouzé, son courage, sa proximité avec la population. Mouzé était aimé par le peuple, mais à côté, nous dégageons aussi les erreurs de Mouzé qui a conduit notre pays dans les conditions que nous nous retrouvons aujourd'hui. Est-ce que c'était opportun de chasser Mobutu qui était déjà affaibli par des armes? Est-ce que c'était important d'aller pactiser avec le Rwanda pour faire partir Mobutu? C'était quoi la vérité de ces deals-là? Vous voyez, donc nous continuons à payer jusqu'aujourd'hui les erreurs de Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila, il fut président de la République démocratique du Congo. Il est soi-disant libérateur pour certains, parce qu'il a renversé le système Mobutu avec une armée, on croyait être police au sens du mot, protéger nos territoires et la population. Hélas, cette armée nous a encore occasionné des histoires que nous vivons aujourd'hui comme conséquence. Entre autres, il y a l'infiltration, il y a les brassages, il y a les mixages. Suite à ce que Mouzé Laurent-Désiré Kabila il a conclu avec certains pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, Mouzé il a servi le pays comme un ancien président de la République. Nécessairement, nous devons jeter
nos pensées à lui, mais dire qu'un libérateur pour le Congolais, en tout cas moi dans ce cas-là, je ne partage pas. Je pense que les Congolais ne pourront rien retenir du musée Laurent Désiré Kabila. Parce que le musée Laurent Désiré Kabila, c'est lui le véritable mal. C'est lui qui a trahi la République. C'est lui qui a entraîné en fait qu'on puisse subir tout ce que nous subissons aujourd'hui. À quoi est bon d'appeler musée Laurent Désiré Kabila héros national? Est-ce que par définition, un héros national, et c'est celui qui a apporté quelque chose de bon pour son pays. Mais qu'est-ce que musée Laurent Kabila a apporté pour la République du Congo? En Ouganda, le président sortant Yoweri Museveni, âgé de 81 ans, dont 40 ans au pouvoir, a été proclamé samedi vainqueur de la présidentielle par la commission électorale. Yoweri Museveni est crédité de 71,65% des suffrages contre 24,72% pour son principal opposant Bobi Wine. L'ex-guerriero à la tête de l'Ouganda depuis 1986 était déjà sûr de l'emporter avant même la tenue du scrutin. Au nom de l'équipe rédactionnelle, mesdames et messieurs, je vous dis merci de nous avoir suivis pour ce programme en compagnie de notre programme.